parole est à notre collègue Éric Bocquet pour le groupe CRCE pour 6 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quoi qu'il en coûte, c'est l'expression qu'on a tous en tête qu'a utilisée le président de la République le 12 mars dernier pour évoquer la lutte de la France contre l'épidémie et la crise économique consécutive de la Covid. En ce même jour, M. Emmanuel Macron avait eu des mots forts sur lesquels, étonnamment, nous pouvions nous accorder. Je cite : « Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, notre État-providence, ne sont pas des charges, mais des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. » Fin de citation. 4 mois plus tard, et alors que les estimations de la Banque de France font état d'un taux de chômage anticipé en 2021 de 11,5% et d'une récession située à 11% en 2020, avant une croissance à 7% en 2021, où en sommes-nous ? Depuis le mois de mars, nous avons multiplié les dispositifs de soutien d'urgence et de défiscalisation. La situation, à bien des égards, l'exigeait, et notre groupe a donc, en responsabilité, voté ces exonérations de cotisations. Mais, et je reprendrai les mots d'un de nos collègues samedi soir lors du débat qui s'opposait fermement à la multiplication des ouvertures de crédit, l'argent gratuit est une illusion. Comment comprendre alors que le gouvernement et les majorités parlementaires s'opposent depuis 3 mois à ce que l'argent versé aux entreprises s'accompagne d'engagements sociaux et écologiques de ces dernières ? L'exemple de Sanofi est symptomatique du déséquilibre progressif entre le capital et le travail. L'entreprise pharmaceutique, qui en période de pandémie a son rôle à jouer, bien évidemment, va donc supprimer 1 millier d'emplois en France, tout en continuant à toucher plusieurs centaines de millions d'euros au titre du crédit d'impôt recherche et en ayant versé au passage 4 milliards d'euros de dividendes, sortis, eux, de l'économie réelle il y a quelques semaines. Au vu de la situation et en comparaison, vous comprendrez que nous ayons du mal à applaudir des deux mains le plan d'investissement de l'entreprise de 610 millions d'euros pour 2 laboratoires situés dans le département du Rhône, que l'État va par ailleurs accompagner financièrement. L'autre point saillant de l'intervention du 12 mars, c'est la prise de conscience de l'urgence d'un réinvestissement massif dans les services publics et les dispositifs de sécurité. Mais, une nouvelle fois, les promesses n'engagent que celles et ceux qui y croient. Il est vrai que, nous l'avons encore vu ce week-end, le gouvernement ouvre dans l'urgence des crédits. Cela ne peut pas être nié, mais doit être mis en comparaison avec les besoins. Ne prenons qu'un exemple, celui de la recherche. Le gouvernement propose actuellement un plan d'investissement jugé historique par M. Emmanuel Macron et Mme la ministre Frédérique Vidal de 5 milliards d'euros d'ici 2030, avec une première augmentation de 400 millions d'euros en 2021. Cette hausse est plus faible que celle opérée en 2020. Dans un autre domaine, la montagne du Ségur a accouché d'une souris, avec une augmentation de traitement qui maintient les personnels français sous la moyenne OCDE et en précarisant encore davantage leurs conditions d'exercice. En matière d'éducation, la réussite exceptionnelle du baccalauréat de cette année mettra les universités en difficulté et dans l'incapacité d'accueillir tout le monde. Concernant la sécurité sociale, cela a été évoqué, les mesures d'urgence prises pour les entreprises ont aggravé bien sûr le déficit et la création d'une nouvelle branche devrait coûter la bagatelle de 136 milliards d'euros à la charge de la Cades. Ce faisant, vous avez d'ailleurs opéré un véritable tour de passe-passe. Vous transférez aux hôpitaux la dette que vous étiez censé reprendre à ces mêmes hôpitaux. Faut-il par ailleurs rappeler que la moitié de la dette sociale que vous ne cessez de dénoncer est la suite logique, la conséquence mécanique des 66 milliards d'euros d'allègement que vous avez accordés aux entreprises l'an dernier. Je pense notamment au remplacement du CICE par la suppression des cotisations à la branche famille, les transformant en une cotisation quasi symbolique. Cette même dette, alimentée par les choix gouvernementaux qui sert de justification à toutes les régressions sociales. Je pense par exemple à la réforme de l'assurance chômage ou à celle des retraites qui revient sur le tapis. Cette même réforme qui indexe les pensions sur le niveau de PIB, alors même qu'on voit bien qu'une récession sévère se pointe à l'horizon. Tout l'édifice de la puissance publique de l'État et des collectivités territoriales est de plus en plus contraint. Monsieur le ministre, reviendrez-vous sur la CAP 2022 ?
Conduirez-vous une réforme ambitieuse permettant de reprendre la main sur des pans essentiels à la vie de nos concitoyens ? Où est la mobilisation exceptionnelle promise par le Président de la République ? Bien évidemment, lorsque l'on parle d'investissement public, on nous renvoie à la dette. Mais c'est rapidement oublier que la dette se nourrit autant, si ce n'est plus, des investissements que du manque à gagner fiscal. Et c'est ici un énorme chantier qui doit être mené, car la vérité est bien loin des caricatures qui sont faites d'une France qui serait mise à genoux par l'impôt. La France se situe derrière le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, la Belgique, la Finlande, la Suède ou encore le Danemark en matière d'imposition sur le revenu. En matière d'imposition sur le travail, elle est quatrième, derrière la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Enfin, en matière d'imposition sur les sociétés, elle se situe même sous la moyenne de l'OCDE. Reste enfin la fiscalité des plus hauts revenus, qui ont vu leur taux d'imposition passer de 60 à moins de 45% en une cinquantaine d'années. Il y a donc là, on le voit, des perspectives. Je terminerai en évoquant la réponse européenne. En début de semaine, le plan finalement annoncé se veut bien moins ambitieux que prévu et surtout s'appuie sur les mêmes recettes qui ont affaibli les États. Recours accru à l'endettement et engagement structurel via le MES. Cette solution ne peut qu'aggraver la crise, priver les États de leur capacité d'investissement et réduire la voilure des services publics sur le modèle des pays dits frugaux, mot à la mode ces temps-ci, qui ont surtout construit leur